Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci énormément d'avoir accepté de te prêter au jeu. Je suis infiniment reconnaissante à la personne qui nous a connectés. Et il y a deux personnes en fait. Il y a Joe et puis il y a 1, 2, 3 qui est déjà passé dans le podcast. Donc je te remercie sincèrement d'avoir accepté. Il est de coutume en fait en début qu'on donne la permission à l'invité de se présenter, de choisir ses pronoms et prénoms. Quel prénom souhaiterais-tu utiliser? Théo, c'est préférable pour moi. Et il, lui. Dans le sigle LGBTIQA+, à quelle lettre t'identifies-tu? Je m'identifie comme une personne trans, pour le moment trans-homme. D'accord. On va forcément revenir dessus parce que je te le disais en off, que je suis très reconnaissante. En fait, tu seras le premier invité qu'on aura qui s'identifie comme étant T. Donc, j'espère en apprendre énormément les auditeurs aussi. Alors, si ça ne te dérange pas, qui es-tu? Si tu peux nous donner une brève présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, et si possible aussi où tu vis. Non, ça ne me dérange pas et c'est avec plaisir que je suis là. Tu n'arrêtes pas de remercier que j'ai accepté de me prêter au jeu, mais c'est moi qui te dis merci de nous donner cet espace de visibilité, d'expression et de partage, aussi de connexion avec les autres. Comme je disais, je suis Théo, je suis un trans-homme camerounais, je vis au Cameroun, j'ai 36 ans cette année. Oui, je suis activiste depuis environ 12 ans, mais de manière plus pratique, des 10 ans comme ça. Je travaille essentiellement sur la lutte pour le respect des droits des personnes LGBTQI, mais particulièrement pour les personnes trans. D'accord. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Merci de t'arrêter là parce qu'il y a pas mal de questions qui viennent derrière. Donc, il faut qu'on se rassure, qu'on capture un peu tout ça. Alors, je dis merci parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont la volonté, mais très peu trouvent le courage parce qu'ils se disent toujours que on va les sortir du placard ou ça va les mettre en danger de quelque manière que ce soit. Mais étant moi-même une personne LGBT appartenant à la communauté, je sais à quel point c'est important de garder son anonymat. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que je me confonds en merci depuis. Alors, tu disais tout à l'heure que tu t'identifies comme étant trans-homme. Et je vais t'avouer honnêtement, je n'ai pas la prétention de connaître ce que c'est qu'un trans-homme. Donc, ça ne te dérangerait pas peut-être de nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait? En fait, une personne trans, d'abord, de manière générale, c'est une personne dont l'identité de genre est différente de son sexe biologique. On va dire ça comme ça, de base, quoi. C'est ça, une personne trans. Maintenant, nous avons des personnes trans-hommes, des personnes trans-femmes, des personnes trans non-binaires. Les personnes trans-hommes et trans-femmes sont des personnes trans-binaires. Ça veut dire qu'ils restent et s'inscrivent dans le cadre de la binarité qui contient hommes et femmes. Maintenant, les personnes trans non-binaires sont des personnes trans, mais dont l'expression ou bien l'identité de genre n'entre pas dans un cadre homme-femme, tel qu'est défini par les normes sociales et tout ça. Maintenant, un trans-homme, c'est une personne qui, à la base, ou bien biologiquement, a été identifiée comme étant une femme, mais qui, en réalité, présente une identité de genre contraire, ça veut dire homme. C'est ça qu'on parle de trans-homme. Contrairement, il y a donc des trans-femmes, donc des personnes qui biologiquement ont été identifiées comme étant des hommes, mais dont l'identité de genre est plutôt féminine. Donc là, nous avons des trans-femmes. D'accord. Alors, on a une principale question qui veut on te demande à quand remonte, quand est-ce que tu as découvert que tu aimais les femmes, mais j'ai l'impression qu'ici, il faudra que je pose deux questions. Quand est-ce que tu as découvert que tu appartenais à la communauté LGBT et à partir de quel moment tu t'es senti en conflit avec ton identité de genre? Je ne sais pas si je pose la bonne question et vraiment, à tout moment, sens-toi libre de me corriger. Ok, merci. J'ai compris en fait la question que je voudrais poser. Je comprends que tu tâtonnes un peu parce que tu n'es pas habitué à être en communication avec des personnes trans. Non. Mais j'admire beaucoup parce que tu as utilisé les bons mots, rassure-toi.
Parce Merci. qu'effectivement, là, on ne parle pas d'orientation sexuelle, effectivement. Donc, tu as bien fait de faire ce biais-là. On parle des identités de genre. Et oui, j'ai toujours su que je n'entrais pas dans ce qu'on appelait une femme, en fait. Mon premier souvenir conscient, j'avais environ 4 ans ou 5 ans, quand il fallait aller à l'école et qu'il fallait que je mette des jupes et tout, c'était un conflit permanent avec mes parents, mes grands frères et tout qui devaient m'habiller. Et donc, j'ai un grand frère que j'aime particulièrement parce que lui, quand il fallait m'acheter des choses, il me demandait qu'est-ce que je veux. Là, j'étais hyper content et on m'achetait des pantalons que je veux et tout et tout. Et je me rappelle, il y avait des moments où ma mère trouvait que non, c'était trop parce que mon père aussi me prenait comme son apprenti maçon, quoi. Chaque fois qu'il allait dans le chantier, j'étais avec lui, j'étais hyper content. Toutes ces activités-là qu'il faisait, j'étais là. Jusqu'à ce que ma mère se fâche souvent, casse tout ça et dit que non, ça c'est pas un garçon, il faut faire attention. Mais j'étais mal à l'aise en fait. Donc je veux dire que j'ai toujours su que je ne correspondais pas à ce qu'on appelle une femme dans notre société. Bon, mais de mettre un nom à ça, je ne savais pas. Je savais pas. Je sentais la différence, je la vivais, mais qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que c'était, je ne savais pas. À l'adolescence, j'ai commencé à ressentir que moi j'aimais des femmes. Mais pour moi, c'était ambigu parce que à ce moment, je savais que voilà, je suis du sexe féminin, donc c'est pas normal en fait que cette attraction soit dirigée vers des femmes, mais je n'y pouvais rien. Et donc, dans cette quête de moi-même, je me suis trouvé en train de rencontrer d'autres femmes et tout et tout. Et de fil en aiguille comme ça, je me suis retrouvé dans la communauté. Bon, là, comme tu as posé deux questions, je vais répondre l'une dans l'autre Il n'y a pas de pour que problème, il ce n'y a pas soit de problème. compréhensible. Parce que dans cette quête, je rencontrais des personnes, mais de manière individuelle, de manière isolée. C'est vrai que ma première relation, j'ai rencontré cette fille à l'internat, dont les choses se sont faites de façon toute naturelle. Elle ne savait pas ce qui nous arrivait. Moi, je ne savais pas ce qui nous arrivait. Nous sommes tombés amoureux. On a commencé aussi à sortir ensemble. Mais après cette relation, je ne savais pas où je pouvais rencontrer des gens comme ça, comme moi. Donc, j'allais sur des sites. À l'époque, il y avait 123love.com, quelque chose comme ça, qui était hyper ouvert. Je rencontrais des gens. Et puis, j'ai rencontré une personne un jour en fac comme ça. On a commencé une histoire. Et puis, il y avait eu un enfant. Malheureusement, la famille de la personne a découvert que bon, c'était une histoire bizarre entre nous, surtout qu'elle n'arrivait pas à dire qui est le père de l'enfant. Et ce jour-là, j'étais là-bas et puis son grand frère a appelé son père qu'il fallait qu'on me chasse de là. J'ai vécu un énorme choc émotionnel et sur le chemin du retour, je me disais si la voiture pouvait me cogner, ça m'allégerait de mes souffrances. Je me disais non, il fallait que je meure en fait. C'est pas une vie. Il ne faut pas vivre comme ça, on n'a pas de droit. Mais quand je suis arrivé à la maison, donc je me suis dit non, il faut que je trouve une solution. Il faut que je vois comment est-ce que je peux me battre pour que ces événements, s'ils n'arrivent pas à d'autres personnes, comment je peux refaire pour avoir mes droits auprès de cet enfant, quoi. Et j'ai commencé à taper sur le net. J'ai vu, il y avait des articles de Maître Alice comme. Et je suis entré dans Facebook, j'ai tapé tout ce qui pouvait sortir comme. Et à toutes ces personnes, j'ai écrit. C'est une centaine de personnes. Hein. J'ai écrit et à eux et à leur contact. J'ai dit, si vous connaissez qui est Maître Alice comme, je vous en prie, contactez-moi. Il y a une ou deux personnes qui m'ont répondu. Parmi ces personnes, il y avait Charles Gebogo et il m'a mis en contact avec Anne-Marie. Et Anne-Marie m'a invité à Humanity First Cameroun. Et c'est comme ça que je suis dans la communauté. C'était dans les années 2010-2011. Mais comme je l'ai dit, c'était la violence qui m'avait fait entrer. Donc, je voulais qu'on constitue une sorte de groupe qui va attraper les gens. Quand ils vont faire du mal à un membre de la communauté, leur rendre ce mal. En fait, c'était un peu violent. Avec le temps, ma rage s'est apaisée. Et un jour, on m'a envoyé à un atelier. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes trans. Et j'ai entendu, on a défini, je me suis dit, mais voilà qui je suis. C'est ça en fait, ça c'est moi. Voilà un peu l'histoire en quelques mots. Merci énormément d'avoir partagé. On reviendra sur le choc émotionnel, on reviendra sur la vie de famille, mais la première question qui vient tout de suite là, c'est dans la grande lettre lesbienne, on a femme, on a butch, on a, comment tu appelles ça? Oh, oui, on a tout ça. Et je sais que la majeure partie des butch ou des kujé ou des studs préfèrent souvent le pronom masculin sans forcément s'identifier à une personne transgenre. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'étais pas reconnu dans cette définition-là? Je sais que tu as dit quand la personne que tu as rencontrée qui était trans a donné la définition, tu as dit oui, ça me correspond, mais je veux dire avant, est-ce que tu ne t'es pas senti plus butch ou alors butch n'était pas assez pour exprimer toute la personne que tu es? En réalité,
ça ne me correspondait pas parce que une personne butch, c'est une personne qui s'identifie comme étant une femme, mais qui assume un rôle, on va dire, d'homme. Ça veut dire qui endosse une certaine carrure, une certaine expression, une certaine responsabilité dans ses relations en général. Parce que butch ou kuje ou stud ne prend de sens que dans une relation homosexuelle entre deux femmes. Sinon, ça n'a pas de signification. Tu peux pas être un kuje pour ton frère, quoi. Mais tu peux pas être butch pour ta soeur ou pour ta mère. Ça n'a de tout son sens. N'est que dans le rapport émotionnel, sentimental ou sexuel entre deux femmes. Définition qui, dès le départ, ne me correspond pas. Au départ, comme je dis, c'était clair que je m'imaginais que j'étais kuje parce que c'était la case qui se rapprochait le plus de ce que je ressentais. Malheureusement, dans cette case-là, de temps en temps, on me disait, mais pourquoi est-ce que tu peux pas aussi faire comme les autres qui, quand il y a une obligation, s'habillent en femme? N'exagère pas, à la base, tu es une femme. Et ça, cette phrase, c'est la pire que l'on m'ait dit dans ma vie. Ça me brisait parce que je ne m'étais jamais à aucun moment identifié en tant qu'une femme. Et donc, quand quelqu'un me disait ça, je vois ma bouche fermée, je n'avais pas d'argument, je n'avais rien. Mais je ne me sentais pas. Parce que sans savoir qu'est-ce qu'était cette identité, mon papa m'avait donné plusieurs fois de l'argent pour faire des concours qu'on sait que si tu as, il faudrait que tu aies une certaine tenue standard. Mais j'allais me cacher quelque part, je mangeais l'argent. Ce n'était pas imaginable pour moi. Il n'y avait pas une occasion qui aurait fait en sorte que je m'habille comme ça. Je n'imaginais pas une vie dans laquelle je serais obligé de me tenir d'une certaine façon. En réalité, c'était ça. Donc, je ne me suis jamais vraiment senti interpellé par les expressions kuje. Ou bien, au début, ça me choquait. Je me disais que non, peut-être qu'il y a certains kuje qui se sentent femmes, mais parce que je suis aujourd'hui aussi expert dans les sojex et tout, c'est bien après que j'ai compris pourquoi ça me choquait autant comme on disait que tu es une femme à la base. Donc, c'est un peu ça. C'est quoi Sojex? Ouais, sexual orientation, gender identity and sexual characteristics. Donc, c'est la compréhension de tout ce qui concerne les identités, expressions de genre et les orientations sexuelles. Ok. Merci beaucoup, merci. Alors, autre question, et je suis désolée si à un moment donné ça te met mal à l'aise. Ah non, il n'y a pas de malaise, t'inquiète pas. Ok. Il y a la non-binarité que tu as également mentionnée. Est-ce que quand tu découvres après qu'il y a non-binaire également ne te correspondait pas? Non, c'est pas possible parce que s'il y a eu clairement ce sentiment d'appartenance à un sexe, bien à un genre qui est celui masculin, je ne peux pas parler de non-binarité, c'est clairement binaire de se dire non, voilà, je suis un homme. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Aujourd'hui, même avec la pleine conscience de cette possibilité, que bon, peut-être qu'il y avait besoin qu'il y ait cette reconnaissance d'un troisième genre qui n'est pas forcément masculin ou féminin. Malgré cette compréhension, je ne me sens pas être dans une ambivalence, c'est clair. Dès le début, quand je me suis présenté, j'ai dit jusqu'ici, je m'identifie comme une personne trans parce qu'en réalité, pour moi, trans, là, c'est un processus. Pourtant, je ne me sens pas vivre un processus toute ma vie. Mon accomplissement à moi serait un jour de me présenter comme un homme cisgenre, en fait. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, parce que à force de parler de ça, d'analyser c'est quoi la transidentité, je me rends compte que ça me ramène toujours à mon état premier qui est féminin, parce qu'il faut bien, quand on parle de trans, c'est que tu parles de quelque part à quelque part. Et chaque fois, ça me revient, quoi, que voilà, il y a cette biologie-ci qui est là. Et ça ne me correspond pas. C'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné, je serais plus une personne cisgenre homme qu'une personne transgenre telle que ça se définit. D'accord. Merci de t'étendre en fait sur ces explications-là. Et j'espère que ça aidera pas mal de personnes à la maison qui ne comprennent pas, comme moi. Enfin, je comprends certaines nuances, mais je ne les comprends pas aussi bien que toi, qui en es une experte. Alors, comment tu as parlé de famille, tu as parlé de ton grand frère. Comment est-ce que ta famille a accueilli ou a réagi à ce nouveau toi? Ce n'est pas une transformation, puisque tu t'es toujours senti ainsi, tu es juste en train de compléter un processus. Donc, je ne sais pas, mes questions vont être confuses. C'est juste parce que j'essaie de les formuler au moment qu'elles arrivent aussi. Oui, je comprends parfaitement ce que tu veux exprimer. Le premier choc, c'est quoi? Ils se disent que bon, à la fin, l'enfant, c'est vraiment lesbienne. Et à ce moment, il y a beaucoup de conflits.
j'ai une grande sœur, en fait, qui vit en Italie depuis très, très longtemps. Quand elle est partie, j'étais encore quasiment bébé. Et donc, je causais beaucoup plus facilement avec elle parce qu'elle n'était pas là au Cameroun. Donc, à l'adolescence, je me suis dit, elle est dans un climat assez ouvert. Donc, je me suis confié à elle. Et elle a compris, mais elle avait mal pour moi. Elle me disait dans notre contexte comment je vais faire pour m'en sortir et tout et tout. On causait. Malheureusement, il y a une fois, elle avait envoyé certains documents à mon père dans ma boîte email. Et mon grand frère a demandé mon mot de passe. J'ai réfléchi, je lui ai donné. Et il a lu toutes nos conversations. Et ce qu'il m'a dit, c'est que souvent, quand tu fais certains mails, il faut les effacer. Bon, j'avais considéré qu'il avait, bon, pas bien pris, mais pas mal pris non plus, que ça va, c'est passé. Quelque temps après, ma grande sœur me dit, bon voilà, il faut faire les cours de langue italien et puis on va voir comment tu peux venir et tout. Donc, je fais les cours de langue. Et puis, je quitte la maison parce que je ne supportais pas y aller à la maison avec mon orientation sexuelle et tout. Donc, je louais une petite chambre. Étant donc là-bas, je ne sais pas si tu as entendu parler de... Il y avait à l'époque un chroniqueur de Magic FM, il s'appelait Martinez Sogo. J'ai entendu parler. Voilà, nous étions donc dans le même quartier et on jouait constamment au Scrabble ensemble. Apparemment, donc, il faisait des avances à une fille du quartier qui était membre de notre communauté, donc qui venait souvent chez moi. Et quand il fait des avances, elle refuse, elle refuse, elle refuse. À la fin, les gars lui disent que mais toi aussi tu insistes quoi, tu ne sais pas que c'est un groupe de lesbiennes. Il dit ah bon. Et il se met à divulguer dans la liste lors de son émission. Chaque jour, il donne 10 noms. À l'époque, la fille jouait, je crois, au Canon Club. Et donc, il balance 10 noms des joueuses de là-bas. Et quand je viens jouer, il commence à devenir bizarre. Je me pose des questions. Après, je me dis, l'affaire commence à s'ébruiter. Tout le monde en parle partout. Les gens écoutent son émission. Et puis, j'ai peur. Je me dis que non, il ne faut pas que ma famille apprenne des choses bizarres par la radio. Je me rappelle, dans ce jour, j'arrive à la maison et puis je dis à ma mère qu'il faut que je lui parle. Il a fabriqué un mensonge, en fait. Je lui ai dit que non, il y a un monsieur qui me fait des avances. Et comme je n'accepte pas, il a dit que ça veut dire que je suis lesbienne, donc il va donner mon nom à la radio. Il me demande mais est-ce que tu l'es? J'ai dit que non, mais elle dit que ça va, tu sais que tu ne l'es pas, pourquoi est-ce que tu as peur? Et que non, je ne sais pas seulement comment elle va réagir, comment est-ce que la famille, elle m'a dit non, calme-toi, c'est rien. Ça, c'était la première, vraiment toute première approche avec mes parents. Avant ça, en fait, c'est comme si dans la famille, les choses se disaient déjà. J'étais déjà quand même grand garçon. J'avais déjà fait 1 an à fac et il ne m'avait jamais vu avec un garçon. C'est vrai que Chenon ne me demandait pas à voir avec un garçon, mais quand même, ça attisait un peu l'attention. Et ma grande avait déjà fait des recherches dans son téléphone que j'utilisais à l'époque. Elle avait vu les conversations avec des filles. Donc, entre mes frères, il y avait déjà eu cette conversation. Apparemment, quand ma mère, dans une conversation, a dit qu'il y a même eu tel problème là, ils ont dit, mais attention, ça c'est vrai. Ça a donc créé tout un autre brouhaha. Et on m'a convoqué en fait. On m'a convoqué à une réunion. Le jour que je viens, ma petite soeur m'écrit, elle me dit, s'il te plaît, en venant là, fouille ta valise, si tu trouves une jupe là-bas, porte. Parce que c'est ta fête qu'on va faire ici. Je paniquais et tout et tout. Le jour là, mon père c'était un homme vraiment. Il a appelé ma grande soeur. Il a dissuadé de venir. Il a demandé qu'on vienne dans sa chambre. Il y avait moi, ma mère et mon grand frère qui lisaient les mails. Arrivé, il a dit qu'il ne veut pas beaucoup de bruit. Si je fais quelque chose qui est mauvais, il faut que je change. Il a dit des petites choses là. Et puis, c'est passé. Bien après, il y avait des voisins qui avaient appelé, cherché son numéro, là, l'ont appelé pour dire que ton enfant est lesbienne et tout ça. Il m'a dit aussi, il faut faire attention avec les gens avec qui tu marches. Je n'ai pas envoyé quelqu'un te surveiller. Donc, il m'a beaucoup conseillé. Et après ce jour, on ne m'avait plus jamais parlé de ça dans notre famille. Et quand mon père meurt, c'est où tout revient à la surface. Je me rends même compte qu'il y avait une voisine de chez nous, même à la maison, qui passait le temps à lui dire que non, tu ne devrais pas accepter ton enfant comme ça. Tu devrais mettre ton enfant dehors. Et puis, il lui avait dit non, il n'a pas demandé à quelqu'un de donner des conseils comment élever ses enfants. Il n'a fait que nous accoucher notre esprit, il n'a pas donné. Et donc, j'étais en paix, quoi. Même quand mes frères voulaient en parler, il les calmait. Je ne savais pas que c'était une paix qu'il maintenait. Je me disais que non, tout va bien. Donc, c'est dès qu'il meurt que tout redéclenche. Et là, c'est la panique générale. Et j'ai fui la maison pour une première fois. Bon, j'ai pas fui de moi-même. C'est comme on avait prévu des séances d'exorcisme, concocté beaucoup de choses. On devait brûler mes effets le lendemain. Donc pendant la nuit, j'ai ramassé mes effets et je suis parti. On a tout fait, je suis revenu cette fois-là. Donc en fait, on m'a chassé environ 3 fois. En tout. Ça, c'était pour des histoires de lesbianisme et tout ça. Bon, finalement, après, j'étais parti de moi-même. Je n'étais plus jamais revenu. Je me suis battu. Et j'ai fait une grosse dépression même. Ça a été très, très compliqué de m'en sortir de tout ça. Quand je me suis rendu compte que j'étais en fait une personne trans, j'ai commencé le traitement hormonal. C'était le 9 mai 2018.
depuis ce temps-là aussi, j'avais fait le deuil de ma famille. J'avais considéré que j'étais seul. Après, tout le monde s'est éloigné de moi. On m'a même dit aux autres que non, il fallait plus qu'on me parle. Ça a été un peu compliqué. Après peut-être 2 ans, 3 ans, un peu, chaque membre a commencé à m'écrire un peu comment tu vas. Et bon, tant bien, tant mal, on a recommencé un peu à causer. Et puis là, je me suis dit, il faut que je dise la vérité finalement. Je suis une personne trans. Je l'ai dit à ma grande sœur d'abord. Elle a fait des recherches, c'est quoi en fait. Et après, elle a compris, c'était cool. Donc un peu, les autres ont compris. Et pour eux, c'était mieux en fait. Pour eux, Comment ça c'était mieux? mieux. C'est vraiment paradoxal, c'est bizarre. Et puis dernièrement, j'en ai parlé à ma mère. Elle a eu pitié de moi vraiment. Elle m'a dit vraiment, elle est désolée pour tout ce que j'ai vécu. Alors, je suis désolée, ça c'est beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, je m'excuse. Non, c'est des souvenirs Donc, qui ne sont pas faciles à partager, même pas un peu. Et prends ton temps, partage jusqu'où tu te sens confortable dans l'idée de partager et on fera avec. donc finalement, elle m'a dit qu'elle était désolée pour tout ce que j'avais vécu, qu'elle ne savait pas que c'était ça. Elle m'a demandé, est-ce que je peux avoir des enfants? Je lui ai dit jusqu'ici non. Et puis avec tout ce que j'ai aussi essayé, j'ai fait des examens, non, je ne peux pas. Elle m'a dit vraiment, elle ne peut pas imaginer ce que je vis, elle est désolée. J'ai dit, ok, c'était déjà ça, c'était déjà bien. Donc, je pense que j'ai répondu un peu à tes deux questions dans l'histoire, quoi. Oui, oui, Comment est-ce que oui. la famille a pris. Et là, présentement, je suis chez ma grande sœur en Turquie et je cause beaucoup avec celle qui est en Italie. Les deux respectent parfaitement mes pronoms. Et aussi mon grand frère, dont je parlais, qui m'a mené au marché, lui aussi, il respecte mon pronom. Maintenant, son grand frère, c'est un peu plus compliqué, mais ma grande sœur lui en a parlé, donc il fait des efforts. Je ne parle avec des gens de ma famille que ceux qui respectent mon pronom. Parce que je ne veux plus rentrer dans ces conflits psychologiques. C'est un combat qui a été très rude, que j'ai eu à mener, et je ne veux plus retourner dans ça. Donc, quand je suis dans un environnement où on ne respecte pas mon pronom, je m'éloigne de cet environnement-là. Donc là, que ma mère encore, que je subis un peu, mais je ne la vois pas souvent. Je la vois le moins possible. Donc, c'est un peu ça. Merci énormément d'avoir partagé et je suis sincèrement désolée qu'on ait à revenir sur ces expériences, mais je crois que l'objectif du podcast, en fait, c'est de nous humaniser auprès de ceux qui nous détestent sans nous connaître, en fait. Et de comprendre qu'on a déjà suffisamment de démons à combattre. On n'a pas besoin de leur regard extérieur. Donc, merci énormément de partager ça. Et condoléances pour ton papa, parce que si je comprends bien, c'était ton allié silencieux dans la famille. Il ne te l'a jamais dit, mais c'était ton allié. Exactement. La famille, quand elle... Comme tu disais, c'est paradoxal, mais est-ce qu'ils t'ont expliqué, enfin, est-ce que tu as essayé d'avoir une discussion avec eux pour comprendre pourquoi c'est mieux pour toi que tu sois trans, cis, En fait, que c'est d'être pas, ils disent lesbienne? pas que c'est mieux pour moi. C'est plus compréhensible pour eux parce que ça entre dans un cadre hétéronormé, en fait. Parce qu'ils ont souvent l'impression, c'est vrai qu'on se bat à déconstruire ça, que l'orientation sexuelle, c'est un choix. C'est quelqu'un qui décide que je peux être attiré par telle personne ou par telle autre personne. Mais eux, ils ont compris que l'identité, c'est pas un choix. C'est quelque chose qui est en toi et que tu subis. Et donc, c'est plus compréhensible pour eux qu'il y ait un événement dans mon ADN, dans ma constitution, que je ne maîtrise pas, qui fasse en sorte que je sois différent. En réalité, c'est ça. D'accord. Et la maman, quand elle te présente les excuses, tu as dit ça a pris 4 ans. Qu'est-ce qui a changé pour elle, au-delà du décès de son époux? Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle comprenne d'où tu venais et ce que tu traversais? Non, c'est juste le fait que je lui ai expliqué que j'étais une personne trans. Je travaille beaucoup, comme j'ai dit, dans la communauté trans. En outre, je suis coordonnateur du réseau indépendant des trans africains pour l'Afrique centrale. Je suis consultant aussi permanent pour la West African Trans Forum qui couvre les régions de l'Afrique de l'Ouest et aussi membre du comité de l'African Trans Network, dans le réseau panafricain des trans africains. Donc, je conçois ce document pour divulguer davantage les informations sur les identités de genre, particulièrement les identités de genre trans. Et donc, contextualiser la communication suivant les cibles. On s'est rendu compte qu'au Cameroun, c'est avec l'ancrage socio-culturel et religieux, avec le combat qu'il y a déjà avec les communautés homosexuelles, il faut trouver comment faire passer le message de l'identité de genre trans. Surtout que les personnes ont beaucoup assimilé les personnes trans aux personnes homosexuelles. Donc, le combat est le même, mais c'est que les cibles ont des difficultés différentes, quoi. C'est pour ça qu'on essaie de simplifier au maximum.
Donc, communication première que nous avons fait, on a sorti un petit recueil tout petit, on l'appelle Transidentité tome 1. On a les causes de la transidentité. Et nous avons donc des causes génétiques, nous avons des causes hormonales, des causes biologiques. Donc, quand on détermine tous ces facteurs-là, l'enfant naît déjà avec cette disposition. Et donc, j'ai tout simplement expliqué à d'autres membres de la famille, je leur ai envoyé le lien du document. Certains ont lu et ils ont dit non, ils comprennent. Surtout mon petit frère, il est très intellectuel en fait. Donc lui, il a dit que oui, il comprend parfaitement. On a eu certaines discussions parce que lui aussi fait beaucoup de recherches. En quelques mots, j'ai expliqué à la maman aussi. Elle ne s'excusait pas pour tout ce qu'ils m'ont fait subir en fait. Elle s'excusait pour ce que moi j'ai vécu parce que ne connaissant pas ce que j'avais, ne connaissant pas ce que je vivais. Parce qu'au fond, je n'ai pas l'impression qu'elle a compris grand-chose parce que comme je dis, elle ne respecte pas mon identité de genre. Elle n'a pas compris grand-chose. Et je vis avec une femme et je me suis mariée dernièrement. Mais ma mère a toujours tendance un peu à dire, voilà, il faut constamment prier, le Seigneur t'aime. Tu vois, c'est un peu paradoxal, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'elle pense. Mais bon, je comprends qu'elle s'excusait un peu pour mes souffrances intérieures, quoi. Mais elle est toujours en train d'espérer que, bon, je sais pas. Va changer peut-être. On ne sait jamais. Oui. Pour finir sur le chapitre un peu triste, est-ce qu'ils sont parvenus à te faire subir les séances d'exorcisme qu'ils avaient prévues? Bon, c'était pas subir. Bon, la maman qui s'est d'abord évanouie, je sais pas combien de fois, qui a fait des crises et tout. Finalement, je me suis dit, bon, si ça va lui faire plaisir que je l'accompagne. Là, c'était rencontrer un prêtre exorciste qui faisait souvent l'exorcisme des malades. Père à son âme, je crois, c'était le père Mvogo, en Colbison. Donc, on est allé. Et c'était pas une séance d'exorcisme. Elle a expliqué le problème au prêtre en question. Il est resté seul avec moi. Il m'a demandé, est-ce que moi, personnellement, j'ai un problème? Je vais dire en réalité, non. Mon seul problème, c'est que ma mère est tellement mal que je sois comme ça. Et moi, je ne sais pas comment faire pour être différent. Il m'a dit que si moi-même, je n'ai pas de problème, il va me donner des prières pour que le cœur de ma mère soit apaisé. Et donc, il m'a donné quelques neuvaines à faire. Qu'est-ce qu'il est resté dire à ma mère? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, ça ne l'a pas apaisé tant que ça. Elle m'a aussi amené une fois rencontrer un autre prêtre dans une autre paroisse. Et elle était tellement triste, il lui a demandé c'est quoi, elle a expliqué. Il lui a dit, mais c'est pour ça que tu es triste comme ça. Oh, ma petite sœur est comme ça, c'est pas un problème. Il a essayé de lui parler comme il a pu pour lui dire que non, elle ne devait pas tellement se mettre mal par rapport à ça. Ce n'est pas extraordinaire. Ce jour-là, elle a un peu compris. Mais la grosse difficulté aussi, c'est la société dans laquelle on vit. Elle peut comprendre. Quand elle sort, on va pointer du doigt que non, ton enfant est comme ça. Il y a les frères qui vont dire que non, tu ne peux pas permettre tout ça dans la famille, tu vas gâter la famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui entourent aussi, même si c'est une énorme volonté d'accepter ou de comprendre, il y a beaucoup d'autres événements qu'il faut prendre en compte que c'est un peu difficile. L'autre question que j'avais notée, est-ce que, c'est facile d'être une personne homosexuelle au Cameroun? Et de deux, est-ce que c'est facile d'être une personne transsexuelle au Cameroun? C'est très difficile d'être une personne homosexuelle au Cameroun et de vivre pleinement sa vie. 2 ou 3 fois encore plus d'être une personne trans. Parce que j'ai expliqué, c'est le processus de transition avec cette ambivalence visible. C'est-à-dire quoi? Une personne trans, c'est-à-dire on sait que c'est une personne trans, a 10 fois plus de chances de subir tout type de violence de la part de la société camerounaise par rapport à une personne homosexuelle, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui vivent leur homosexualité de sorte que difficilement on va s'en rendre compte. Ça peut se cacher. L'identité de genre se cache difficilement. Comment tu arrives à t'en sortir? Puisque tu as parlé de mariage, on va revenir sur le mariage. S'il faut donner la petite histoire, c'est à travers les photos de ton mariage que je prends connaissance de ton existence et que je te contacte pour venir sur le podcast. Donc, comment toi tu arrives à t'en sortir? Et s'il y a un quelconque secret, quel serait-il? En fait, comme je dis, je suis un trans homme. Je suis en processus de transition. Donc, je vis dans la société comme un homme cisgenre, en fait. Et c'est pas ça s'en sortir. Je suis privilégié parce que j'ai la possibilité d'avoir cette transition-là. C'est une opportunité que d'autres personnes n'ont pas. Beaucoup d'hommes trans que je connais n'ont pas cette facilité que j'ai. C'est d'abord onéreux, c'est des médicaments qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est un risque aussi parce qu'on n'a pas forcément le suivi médical qu'il faut. Dernièrement, nous avons fait une petite analyse par rapport aux violences que subit la population LGBTQI au Cameroun
En ce qui concerne donner des personnes trans, une personne trans en processus de transition, c'est-à-dire dont le passing se rapprochait de son identité de genre, avait moins de chances de subir la violence qu'une personne trans qui n'était pas en processus de transition, mais qui n'avait pas le passing qui corresponde à son identité de genre. Moi, je me bats parce que dans mon quartier où je vis, où je loue, on sait que je suis un homme cisgenre. Ce qui me gêne encore, c'est mes pièces officielles. C'est très difficile. Mais en général, je leur dis que c'est une erreur. Que voilà, on m'a donné l'homonyme, c'est ma grand-mère. Du coup, l'officier d'état civil qui a fait l'acte de naissance a cru que j'étais une fille et puis il a mis là-bas F. Et quand j'explique ça, ça passe parce que mon physique est un témoignage, quoi. Quoique dernièrement, j'ai eu un léger souci avec les mêmes photos. J'allais te demander, quand tu as vu la photo, qu'est-ce qui t'a fait croire que j'étais un membre de la communauté LGBTQI? Je sais que c'est toi qui poses les questions, mais ça m'intéresse aussi quand même. En fait, je crois que la personne chez qui j'ai vu, c'était notre invité du mois de mars. 1, 2, 3. Donc, connaissant la personne et connaissant les photos qu'elle poste souvent, je me suis dit, bon, il y a 70% de chances que tu sois membre de la communauté. Ça, c'est un, right? Et puis, de deux, je crois que, comme on dit souvent, il y a qu'un fou pour reconnaître un fou, en fait. On va revenir dessus parce que je ne pense pas que tu t'identifies comme étant homo. Puisque tu vas être étant cisgenre, ça veut dire que tu t'identifies comme étant hétérosexuel, c'est ça? Exactement, Voilà. c'est ça. Je sais pas, c'est une combinaison de choses. C'est la personne chez qui j'ai vu ça et puis après c'est mon passif qui me disent ok, je pense qu'ici il y a matière à creuser et je me suis rapprochée de la personne et je lui ai demandé. Ok, parce qu'effectivement, il y a eu un petit souci chez moi parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un voisin, je sais pas. Et puis le bailleur a eu vent des photos et on lui aurait dit qu'en fait, c'est 2 filles. Il a discuté, il est allé chez moi un peu menacer ma femme que non, il n'avait pas prévu qu'il y ait un couple homosexuel chez lui, il faut qu'on libère et ce tas de choses. Heureusement un peu parce que j'ai l'habitude des violences de ce genre. J'ai déjà eu à déménager plusieurs fois comme ça. Et puis je le connais un peu, c'est un peu comme un papa, il m'appelle mon fils. Ce que je vais faire, c'est que un ami m'a aidé un peu à falsifier mes documents parce qu'il a juste besoin de se rassurer que je suis un homme. Ok. C'est un peu difficile, mais je pense que je vais pouvoir le convaincre. Psychologiquement, c'est un peu lourd, hein, c'est lourd. Parce que par un moment, il y a ça. Tu vas rencontrer quelqu'un de ton passé qui va te regarder et puis va te dire, mais est-ce que tu n'es pas Thérèse? Putain. Et puis ça te trouve dans un environnement où les gens se posaient déjà des questions, tu vois. C'est pas facile, un quotidien comme ça. C'est vrai, je donne toujours cette impression d'être fort et tout, mais c'est un combat de chaque jour. Il y a des jours où je n'ai pas envie de sortir de chez moi. Je me dis non, je ressemble trop à une fille. Je peux pas. Il y a des moments comme ça où j'arrive pas à sortir de chez moi parce que je me demande quelle est l'image que je renvoie. Et si par malheur je sors comme ça et que quelqu'un, je sais pas, me dise que madame c'est fichu. Donc c'est un peu ça, c'est pas facile. Ah, j'imagine. Donc, dans chaque quartier, enfin, si ça peut te rassurer, c'est vraiment le passif. Maintenant, après, comme tu dis, les gens du passé, on ne peut pas les empêcher. Hein. Ils nous ont connus d'une manière et puis ils veulent garder cette image de nous dans leur esprit et ça n'aide pas. Mais du coup, comment est-ce que tu gères ton état mental? Je n'ose pas imaginer déjà que moi, en tant que lesbienne, c'est compliqué. J'imagine que chez toi, ça doit être 3 fois, 4 fois pire. Donc, comment tu gères ta santé mentale? Oh, waouh, ça c'est une super question. Une question à laquelle nous, les activistes, on ne se pose pas, ou très peu. Oui, j'ai eu à rencontrer une psychologue au début, dans les années 2014-2015. Elle m'a beaucoup aidé, Anne-Marie. Ça a été très important pour moi de travailler avec elle, surtout par rapport à ma relation avec ma famille, ma relation avec ma mère. Parce que la rupture brusque, je viens d'une famille de 8 et nous étions toujours les uns sur les autres. Donc c'était difficile pour moi du jour au lendemain me retrouver seule. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec la psychologue pour gérer ce problème-là. Mais après, il y a ce conflit aussi dans la communauté, du fait que tout le monde se connaît. Et souvent, tu te dis que mon problème là, peut-être qu'on l'a partagé avec les autres, on va le partager. Donc, après, ça fait un blocage aussi encore pour rencontrer des psychologues. Mais heureusement aussi, j'ai des contacts des psychologues hors du pays. Donc, il y a des moments, même dernièrement, ça veut dire le mois de mars, j'ai fait, c'est pas un bon acte, mais une autre petite dépression aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'à toutes les heures, il était dispo. Je lui parlais de ces conflits-là.
tout ce que je ressens, toutes les idées qui me viennent. Par moments, il y a des idées noires. Hein. C'est pas tout le temps positif. Il y a des idées hyper noires. Et comment est-ce que je gère ça? Déjà, je m'entoure beaucoup des personnes que j'aime, des personnes qui m'aiment, des personnes qui me font du bien. Et que je note qu'il y a chez quelqu'un quelque chose qui peut me mettre un peu mal. Automatiquement, je m'éloigne. Quelle que soit la plus-value que j'aurais eue avec cette personne. Dès que je pense que émotionnellement, je suis pas bien, ou que quelqu'un se débrouille pour ne pas respecter mon identité, ou bien que quelqu'un a constamment des commentaires négatifs, je m'éloigne de ces environnements. Aussi, je m'éloigne comme je peux des environnements où on me connaissait avant, ma vie d'avant. Ça, c'est compliqué parce que les gens se déplacent. Il y a plusieurs fois où quelqu'un m'a reconnu, j'ai dit non, c'est pas moi. Il y a des moments où je dis oui, je suis le frère de la personne. Et aussi, pour manager ça, peut-être que tu t'es rendu compte, je suis quelqu'un qui est très passionné. Et donc, je me plonge beaucoup dans tout ce qui me passionne, comme la lutte pour les droits humains, ma femme. Quand j'ai rencontré la personne que je pense qui est ma moitié, je me bats pour maintenir ça. Et ça me guérit beaucoup. Bah écoute, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de continuer en fait, parce que c'est un combat perpétuel et tout ce que je te souhaite, c'est de continuer, de rester aussi positif que tu l'es. Alors, la violence t'a fait entrer dans l'activisme. Aujourd'hui, quelle est ta démarche pour aider? Pour moi, les gens qui nous font du mal, ce sont des personnes ignorantes. Bon, elles peuvent être ignorantes, la moitié ignorante et l'autre moitié, c'est juste par mauvaise foi. Donc, quelle est l'attitude que tu as adoptée aujourd'hui pour que... C'est vrai que je suis beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus pacifique aujourd'hui, parce que aussi je me dis que la plupart, moi je vais pas partir sur la base de l'ignorance, parce qu'en général ce qu'on ne connaît pas ne nous fait pas mal en fait. Et donc quand on devient violent, c'est qu'il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose de radical quand même. Et donc moi je me dis la plupart du temps, ces personnes qui sont très violentes sont des personnes qui luttent avec leurs propres orientations sexuelles. J'ai beaucoup plus pitié d'eux, mais je me dis chacun a ses combats. Et donc pour moi, je me concentre sur les personnes LGBTQI elles-mêmes. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre ça? La première chose, c'est l'autonomie. Une fois que tu es autonome, déjà, ta santé mentale prend un bond de 50%. Quand tu ne vas pas forcément compter sur quelqu'un pour avoir à manger, pour avoir un logement, pour avoir les premières nécessités, ta santé mentale prend un bond. De deux, quand tu es autonome, 80%, on va aller 70% des familles ont un autre point de vue sur toi. On t'insulte moins, on te rejette moins, parce qu'on considère qu'au moins tu sers à quelque chose. Et quand tu es aussi autonome, il y a des gens qui pensent des choses, mais qui ne vont pas forcément te dire parce qu'ils arrivent à avoir des services venant de toi. Maintenant, quand tu es autonome, tu peux te payer de la sécurité, un bien-être mental de temps en temps, faire peut-être un petit voyage, peut-être faire tes activités qui te permettent de te maintenir, peut-être aller loin pour vivre ta vie. En fait, tu as le choix quand tu es autonome. Le pire, c'est d'être homosexuel, être élève, d'être dépendant des parents. Ça, c'est le pire. Et c'est encore de réfléchir comment adresser ces difficultés-là au niveau des élèves, parce que là, c'est très compliqué. Bah, du coup, que penses-tu de la dynamique, hein, parent-enfant ou famille-enfant, lorsque l'enfant est membre de la communauté et qu'il contribue aux charges de la famille? Je me rappelle, AM m'a dit le mois dernier que voilà, la dynamique est inversée parce que la personne qui a l'argent parle plus fort. Quel est ton point de vue sur cette question? Elle ne s'applique pas forcément à moi ou à ma famille, mais malheureusement, dans notre contexte, c'est ça. C'est vrai. Quand la personne a la capacité de se prendre en charge, de prendre en charge certaines difficultés de la famille, on voit la personne différemment. C'est moins pesant de vivre son orientation sexuelle. On a vu dans nos contextes des mamans qui disent à leurs copines que c'est mon PD et puis quoi. On voit un peu qu'est-ce que ça veut dire, mais difficilement on va entendre ça d'une maman dont l'enfant ne fout rien, monte, il descend, on va trouver tous les mots à lui mettre sur la tête et surtout, on va penser que c'est par rapport à son orientation sexuelle qu'il ne fait rien. Comme si au Cameroun, il n'y a pas de chômeurs. Bah, comment être indépendant ou comment être autonome? C'est une question qu'on m'a posée, je n'ai pas pu y répondre parce que je ne me suis personnellement jamais posé de limite et ça, c'était bien avant de me rendre compte que j'étais lesbienne. Si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes qui nous écoutent, comment être autonome, comment devenir autonome?
Là, je vais partir de mon expérience personnelle. Mais je sais que c'est difficile et que chacun de nous a ses capacités qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais bon, je vais partir de là parce que je pense que j'ai eu un parcours des plus difficiles. Moi, je me rends compte que je suis attiré par les filles dans mon adolescence, comme je t'ai expliqué. Imagine, toi, je suis en seconde à l'internat. Je fais première dans le même internat. Je fais terminale là-bas. Donc, j'ai toute une vie sociale, mais quelque chose à cacher. À cacher dans un contexte où je vis avec des gens dans un même environnement. Je me suis fixé un objectif. Je me suis dit que, quel que soit ce que ça me coûte, je dois avoir mon bac. Parce qu'après le bac, je vais aller en fac et là, je vais pouvoir vivre qui je suis. Ça, c'est un objectif que je m'étais fixé. Malgré l'appel de mes pulsions, quoi. Et je me suis tenu à ça. Ensuite, c'est vrai, j'ai fait mes années de folie en fac, ça là, c'est vrai. Mais chaque fois, je me mettais une limite supplémentaire que, bon, voici, je dois franchir cette étape-ci. Quand bien même c'est devenu hyper difficile, quand j'ai fui la maison, j'ai fait ceci. Je ne peux pas te raconter tout type de petits boulots que j'ai fait. Mais je me mettais à fond dans chaque petit boulot que j'avais à faire. J'ai commencé à travailler dans un secrétariat où on me payait 500 francs par jour. Je quittais d'une zone à une autre où le transport allait coûter ces 500 francs, mais j'y allais. Et chaque jour, j'étais le premier quand on ouvrait, j'étais le dernier quand on fermait. Et j'ai fait peut-être 3 mois là-bas comme ça, avec un salaire de 28 000 francs chaque mois, jusqu'à ce que je devienne presque le chef parce que j'étais tellement impliqué dans ce que je faisais. Je faisais tellement bien. Et si je dis à quelqu'un que pendant que je le faisais, je me formais, on n'aurait pas cru. Je n'avais pas été formé ailleurs. Tous les boulots que j'ai fait, j'ai été autodidacte dessus. Ça veut dire que quand je regardais, je me dis que je vais le faire, je peux le faire. Et je me mets à le faire. C'est vrai, comme je disais, nous n'avons pas les mêmes capacités. Mais ce n'est pas forcément un cours ou bien une leçon que la vie va nous donner qu'on appelle ici autonomie, non. Mais c'est la capacité personnelle de chaque être humain à se dire que si une personne a pu traverser cette étape-ci, je peux le faire. Certains ont besoin d'apprendre plus que d'autres, mais tout le monde est capable de le faire. De se dire que oui, ce que j'attends de tel, ce que j'attends qu'on m'envoie l'argent là, je vais travailler comme la personne, c'est moi qui dois être capable d'envoyer aussi. Et ça galvanise. Le moment où on doit vraiment pouvoir briser ces barrières, c'est quand on est dans la pire difficulté, dans le moment le plus extrême de notre vie. C'est à ce moment-là qu'on est plus fort. Donc, le premier pas, c'est d'abord cette volonté. Il faut une motivation personnelle absolument. Et s'impliquer à fond dans toutes les aventures. Et il n'y a que ça, en fait. Il n'y a pas deux choses. C'est avoir énormément de volonté et de s'impliquer à fond dans tout ce qu'on fait. C'est vrai, il y a les distractions autour de nous. Il ne faut pas faire ci de ça, mais toujours savoir faire le juste milieu. Et c'est ce que je reproche à la génération d'aujourd'hui. Les jeunes se laissent beaucoup distraire, aiment beaucoup la facilité, en fait. Or, c'est en faisant les choses telles qu'elles doivent être faites qu'on apprend à les faire mieux. Et si on te demande comment le faire maintenant et tu cherches le raccourci, tu ne peux jamais arriver même à la moitié. Ça a toujours été mon point de vue, mais on m'a dit que je parlais comme une privilégiée. Je dis non, c'est pas une question de privilège, c'est une question de volonté. Ce ne sera pas facile, rien n'est facile, mais si tu as de la volonté et si tu es téméraire, bah tu y arriveras en fait. Et comme tu disais, tu t'engages à 100% dans ce que tu fais. Il y a une question qui m'est venue pendant qu'on discutait. Quelles sont les questions que tu as marre qu'on te pose en fait? Que ce soit sur ton identité, que ce soit sur ta vie, tu dis ouais, là j'en ai ras-le-bol. Je suis activiste, donc je ne peux pas dire que j'ai ras-le-bol quand on me pose une question, parce que bon, pour moi, c'est aussi ça mon rôle, de transmettre et informer. Quelle que soit la question qu'on me pose et que je sens dans la voix de la personne, l'envie de comprendre, je ne vois pas, je fouille mon cerveau, vraiment, je ne vois pas. Mais une question qu'on me pose souvent aux gens et que ça me dit, oh, c'est à quel moment tu es devenue lesbienne? Bon, pas moi, hein. Quand je suis sur un plateau et puis on pose cette question à quelqu'un, je me demande, mais à quel moment toi tu es devenu hétérosexuel? C'est des questions qui n'ont pas de sens. Mais bon, c'est pas que ça me choque, mais je me dis, mais bon, il faut quand même un peu réfléchir avant de poser une question, ou bien des questions du genre, comme tu aimes les femmes là, est-ce que tu n'as pas d'abord essayé avec un homme pour être sûr que tu aimes les femmes? Ça, papa, est-ce que toi tu as d'abord aussi essayé avec un homme pour être sûr que tu aimes les femmes? Si on dit en français qu'on ne peut définir un mot que par son contraire. Donc, si tu penses que tu peux me poser la question, pose-toi d'abord cette question-là. Donc, c'est un peu ça, ces petites... Mais bon, c'est pas comme si genre, ça me met trop mal à l'aise. Et puis aussi, les questions souvent sur, comme tu disais tout à l'heure,
parce que je suis une personne trans, c'est quoi? Est-ce que je suis bi? Est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis homo? Est-ce que je suis pansexuel? Voilà, ces questions-là. Mais clairement, je suis une personne hétérosexuelle. C'est pas parce que je suis trans que je n'ai pas une orientation sexuelle spécifique, quoi. Ça veut dire qu'être trans, en fait, ce n'est qu'une identité. Et après, l'orientation sexuelle, elle peut être hétérosexuelle, elle peut C'est être autre chose. homosexuelle. Voilà. D'accord. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec la grande communauté LGBTIQ+, au-delà de tes rôles de leader et d'éducateur? De très très bons rapports parce que je viens de la grande communauté LGBTQI. Mais j'ai choisi de me spécifier parce que je me suis rendu compte que malheureusement, 60% de la grande communauté LGBTQI ne comprennent pas toutes les composantes du cycle au Cameroun. Dans d'autres contextes, je ne sais pas trop, mais particulièrement au Cameroun. On comprend un peu c'est quoi lesbienne. Donc quand je dis un peu, c'est parce qu'on continue à faire ces ambiguïtés-là dont on parlait. Parce que moi, comme ça, on va dire que je suis lesbienne. Donc, quand on parle un peu, c'est qu'on comprend petit. Bi, c'est encore très, très flou. Parce que les gars te disent que, voilà, j'ai dit depuis que j'étais bi. Donc, elle doit comprendre, ou il doit comprendre que j'ai aussi un homme dans ma vie ou j'ai aussi une femme dans ma vie. Or, c'est pas ça, être bi. Non, du tout. Mais c'est ça que les gars comprennent encore. Gay encore, bon, c'est encore douteux. Parce que les femmes trans qu'on va mettre dans la case de gay, c'est douteux. Tu peux pas être une femme trans et être gay. Dès lors que tu es une femme et que tu aimes un homme, nous-mêmes, on a dit que ça, là, c'est hétérosexuel. On ne peut pas te dire que tu es homo ou bien tu es gay, alors que tu es une femme. Et pareil, si tu es un trans homme et que tu vas avec les femmes. Alors, on est à LGBT, alors c'est grave. Donc, je te propose de poser la question à 10 de tes des personnes. Voilà. Oui. Et tu vas me dire. Et que ces personnes soient de la communauté, pose la question à 10 et puis tu vas me dire les réponses. C'est la foire. Donc, désolée, ce n'est pas drôle, mais... Je vais poser même à 10 leaders même. Tu vas comprendre des choses. Et maintenant, tu pars encore davantage. Quoi, my God. Intersexe, c'est le débat reste houleux jusqu'à maintenant. Ainsi de suite, ainsi de suite. La plupart du temps, chacun connaît seulement sa part. Si la personne est lesbienne, elle va bien s'expliquer sa part. Si la personne est gay, il va bien t'expliquer pour lui. Bon, ce que lui ressent dans son cœur. Parce qu'il y a aussi souvent beaucoup d'incompréhension. Des gens qui vont lier l'attirance sexuelle avec la pratique sexuelle et qui vont donner à ça l'orientation sexuelle. Ce qui est très, très différent. Et donc, mon principal combat, c'est de pouvoir expliquer davantage à quoi correspond chaque composante, mais particulièrement ce qui concerne les identités du genre, spécifiquement les identités du genre trans. D'accord. Bah, je ne veux pas dire que je me reconnais, mais il faut beaucoup de curiosité pour comprendre les nuances des autres membres de la famille. Il faut beaucoup de curiosité. Et parfois, ce n'est pas que c'est mal expliqué. Parfois, les gens n'ont pas la même disposition d'esprit que toi à nous aider à comprendre. Je vais d'ailleurs revenir sur tes recommandations, s'il y a des recommandations de livres à lire. Et j'attendrai également la transidentité, le tome 1, le lien que je vais rajouter aussi aux notes de l'épisode. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la Gay Pride? C'est vrai que j'ai envie de te demander pourquoi tu insistes sur les droits des trans, puisqu'aujourd'hui tu te considères hétéro. Mais tu l'as dit en amont, tu viens de la communauté. Qu'est-ce que tu penses de la Gay Pride? Quel est ton point de vue dessus? Personnellement, je trouve que c'est un acte héroïque, un énorme espace de visibilité, d'affirmation de qui on est. Dès l'entame, tu as dit, tu comprends que les personnes, avec le contexte dans lequel on vit, puissent être anonymes. Mais c'est à dessein que je t'ai donné mon nom. Bon, pas mon nom de famille, parce que bon, j'aurais aussi pu le donner. Non, on ne veut pas le nom de famille. Oui, mais non, je comprends le contexte de l'émission et aussi le contexte dans lequel on vit, parce que moi, je vis au Cameroun. Mais je pense que, bon, c'est vrai, on doit pouvoir analyser le contexte et puis savoir comment faire des stratégies pour ces espaces de visibilité. Mais je pense qu'à un moment donné, l'autre en face doit pouvoir avoir un interlocuteur. La stratégie maintenant serait de trouver comment est-ce que cet espace peut être sécuritaire pour les deux. Ce que je veux dire, c'est quoi? Pour moi, la Gay Pride, c'est magnifique. C'est super. C'est de dire, oui, on existe. En fait, ce n'est pas de s'exposer
parce qu'on n'est pas super, quoi. Il y a les hétéros en face qui ne font pas une hétéro-pride, non. Mais pour moi, c'est qu'on est une minorité. C'est de dire, oui, on est là. Oui, on existe. Oui, on est vos frères, on est vos sœurs. C'est de dire qu'on est parmi vous, en fait. Parce que c'est une minorité. Et c'est une minorité marginalisée. C'est l'instant de célébrer ça, la différence. La différence, c'est qui fait nos blessures, qui fait nos martyrs, mais qui fait aussi nos forces. Mais maintenant, dans nos contextes, moi, je dis à un moment donné, il faut qu'il y ait en face une personne pour répondre. Parce qu'on s'assoit souvent et on dit, bon, est-ce qu'il y a les homosexuels au Cameroun? Un ministre de la Santé qui a signé des contrats pour lutter contre le VIH dans les populations clés, parmi lesquelles il y a les MSM, s'assoit et dit, il n'y a pas d'homosexuels au Cameroun. Et personne ne peut lui répondre parce qu'effectivement, il n'y a personne en face. La loi ne permet pas qu'il y ait quelqu'un en face. Le contexte social ne permet pas qu'il y ait quelqu'un en face. Mais moi, je dis, on peut répondre. C'est pour ça que cette année-ci, normalement, je dois travailler sur une campagne de sensibilisation. Je ne vais pas trop parler de ça, mais il y a des mécanismes avec des faux comptes, des choses qu'eux aussi font. On peut le faire et puis il y a une réponse avec des informations partout. Ils vont le savoir. Ils vont savoir que oui, on existe, oui, on est là. Et en réalité, voilà qui on est. Il n'y a pas une histoire de secte derrière. Il n'y a pas une histoire d'argent derrière. On est tout simplement qui on est. Et puis, on ne veut plus se laisser insulter dans l'anonymat. Donc, c'est un peu ça. Par rapport aux documents dont tu parlais, je vais t'envoyer le lien. Et puis, cette année aussi, on va faire le tome 2. Non, l'année 2023. D'accord. Il y aura le tome 2. On va aller davantage sur les questions. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, puisque tu es toujours dans le processus n'est pas encore complété, est-ce qu'il t'est arrivé de subir des mésaventures liées à cela, et ça me permettra d'embrayer directement sur ton épouse, puisque vous êtes mariés aujourd'hui? Est-ce qu'il t'est arrivé des mésaventures liées à pas à ton orientation, à ton identité de genre? Quel type de mésaventures? Je sais pas, il y a des gens qui se font... moi, je prends par exemple le cas de lesbienne. Quand une femme découvre que tu es en train de lui faire la cour, elle peut te mettre à nu, et je n'imagine pas ce que c'est pour une personne trans qui n'a pas encore complété la transition. J'ai été dans l'équipe nationale de boxe au Cameroun. Je n'ai pas encore subi de mésaventures directes comme ça. Mais comme je disais, j'ai déménagé déjà 4 fois à cause des violences insidieuses, dont des braquages dans ma maison, des commentaires violents à distance, quoi. Par exemple, la dernière maison où j'ai déménagé, il y avait un anniversaire et puis mon grand frère est venu. Mais ce jour-là, il s'est versé dans je sais trop quoi, que voilà, c'est ma petite sœur et tout et tout. Malheureusement, il y avait un jeune du quartier, il était le gardien de la cité en fait. Et quand il est sorti de là, il a propagé que mais je vous avais dit que c'était une femme. On savait qu'on était un couple hétéro, quoi. Et donc après ça, quand ma femme passait, on disait que non, c'est une lesbienne, elle vit dans une maison à tel endroit. Et dans tout le quartier connaissait déjà où on vivait. Et pour moi, elle arrive en route pour prendre la moto. C'était des personnes ne veulent la porter. Ou bien des gens même qui passent, qui disent que non, madame, tu es belle. L'autre dit, mais non, tu es une lesbienne. Donc, c'était devenu très compliqué. Souvent, la plupart du temps, je n'ai pas peur pour moi. Parce que je peux gérer. La plupart du temps, j'ai peur pour les personnes avec lesquelles je suis, qui sont dans mon environnement direct. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont plus vulnérables, plus fragiles. Dans des mésaventures, beaucoup, mais pas direct sur ma personne, non. Mais j'en ai beaucoup subi de manière plus insidieuse. Alors, Martinez Zogo, je n'étais pas au courant, hein. Ça remonte à quelle année, c'est sa liste qu'il faisait à la radio? 2006, si je m'en souviens pas. Il n'est pas par hasard à l'origine du top 50? Non, top 50, c'était l'anecdote de Amougou Belinga. Oui, en fait, je demande parce que je me dis que peut-être s'il a commencé ça, Amougou Belinga a juste pris le relais après, ou Zogo a pris le relais de l'anecdote, parce que je crois que l'anecdote c'était après. Okay. Effectivement, c'était après l'anecdote parce que le top 50 sort dans les années 2005, lors de ma première année à l'université de Soie. Donc, c'est après le top 50, ça veut dire qu'il y avait toute cette effervescence-là. Et donc, lui, il surfait sur la vague. Donc, c'est ça qui intéressait l'audimat. Et puis... Ouais. Du coup, quel rôle le traitement de l'homosexualité dans les médias a joué ou continue de jouer dans la compréhension et l'acceptation de ton identité de genre? Ta question là, c'est cool. Nous avons identifié le mois surpassé lors de la rédaction du rapport annuel de violation les auteurs des violences
Nous avons beaucoup de violences qui viennent par les médias, en fait, que ce soit formel ou informel, encore que je ne sais pas ce qu'on appelle formel ou informel, du moins, comme eux-mêmes se disent dans la profession, hein, les médias, les réseaux sociaux et les médias, des papiers, presse écrite et autres là. La façon avec laquelle ils abordent le sujet n'est déjà pas neutre, telle que l'information devrait. Il y a carrément un parti, et en général, c'est contre les orientations sexuelles. Et maintenant, la façon que c'est présenté, on rend l'homme efféminé homosexuel. On rend la femme masculine forte homosexuelle. Et donc, en réalité, on ne parle pas des orientations sexuelles dans ce traitement d'information. On parle des expressions de genre, des identités de genre, des rôles sociaux. Et on se bat vraiment à déconstruire ça dans l'esprit des gens. Et mais pas seulement, surtout inciter les médias à avoir un message plus neutre. Et pourquoi pas plus pour les droits des êtres humains. Quand une personne s'est fait tabasser, de dire que non, quelle que soit son orientation sexuelle, c'est une personne, un être humain qui a droit à son intégrité physique, de pouvoir passer ce message-là. Mais je pense que, bon, le travail est encore beaucoup à faire. Mais on est dessus. Je pense qu'avec le temps, la persévérance et la bonne stratégie, ça va aller. Aujourd'hui, quel est ton rapport à la religion? Je suis très croyant. Je suis catholique et je suis même confirmé. Pas très pratiquant dans le sens cartésien du terme, mais je suis extrêmement croyant. Je mets Dieu au centre de tout ce que je fais, de tout ce que je vis. Pas pratiquant dans le sens cartésien, c'est que les règles de l'Église disent que si tu es pratiquant, c'est que tu vas à la messe tous les dimanches, tu respectes certaines codifications que je ne respecte pas. Pourquoi? Parce qu'à la longue, je me suis rendu compte que la personne n'épouse plus forcément les valeurs religieuses qu'il ou elle sont censées transmettre. Du coup, je ne me sens pas proche de Dieu, étant proche de ces personnes-là forcément. Je suis confortable à avoir ma relation directe avec Dieu parce que finalement, c'est mon Père. Et c'est vrai, il a mis ses enfants autour de nous pour nous rapprocher de lui. Mais malheureusement, moi, il m'a créé différent et il m'a donné l'opportunité d'avoir sa main directement à ma portée. Et donc, j'entretiens cette relation personnelle-là avec lui. Je pense qu'il est là pour nous et que quand dans nos vies, on réussit à comprendre que Dieu nous connaît, Dieu nous aime, c'est lui qui nous a créés et il sait pourquoi il nous a créés comme ça, on se réconcilie énormément avec soi-même. Et du coup, la vie des autres a très peu d'importance. Au final, c'est ça. Au départ, j'avais très mal. Je pleurais tous les jours quand je me suis rendu compte que j'étais différent. Parce que je me disais que, mais pourquoi moi, je vais aller en enfer, pourquoi? C'était ça qui était devant mes yeux. Mais quand j'ai compris que non, c'est Dieu qui m'a créé, je ne me suis pas voulu comme ça. Donc, il sait quel est le dessein qui est pour moi. C'est ma croix qu'il m'a donnée. Et puis, quand il m'a donné cette croix, il m'a donné les épaules pour la porter. Il faut que je lui fasse confiance. Et chaque fois que je lui ai fait confiance, il a toujours été présent dans ma vie. Tu parlais de mes mécanismes de mental health. J'ai complètement oublié de penser au premier. Ma foi aveugle en la volonté de Dieu et en sa présence dans ma vie. Et surtout ce que je fais. C'est-à-dire qu'on peut être queer. Je prends queer comme étant une représentation comme le grand ensemble, en fait, de la communauté LGBT. On peut être queer. La représentation politique, oui. combat. Est-ce qu'on peut être queer et religieux? Oh oui, absolument. D'accord. Alors, tu as parlé de ton mariage. Je ne sais pas jusqu'où j'ai le droit d'entrer. J'ai un certain nombre de choses. Jusqu'où tu as besoin d'entrer. Je t'ai laissé la porte ouverte. Ok, merci beaucoup. Alors déjà, félicitations. Je l'aurais dit encore au micro. Félicitations. Où s'est déroulé le mariage? Johannesburg, en Afrique du Sud, dans l'organisation Iranti. D'accord. Et c'est reconnu en Afrique du Sud. Je crois que... Effectivement. Okay. C'est reconnu, donc nous sommes légalement mariés, suivant la législation d'Afrique du Sud. Et au niveau des documents officiels, la transition légale n'est pas encore complétée, c'est ça? Non. Ok. Qu'est-ce qu'il manque pour que ça se fasse? Dans ma pièce d'identité, il y a encore toutes mes dénominations féminines et la mention du sexe qui est F. Et tu disais d'avoir recours à un certain nombre de moyens de contournement pour changer ça, c'est ça, non? Ça, c'était une solution ponctuelle, juste pour parler avec mon bailleur, parce qu'il va pas aller vérifier dans des registres d'État. Je peux pas utiliser ces moyens de contournement pour vivre, je peux pas. Par exemple, je peux pas utiliser un passeport qui serait fabriqué comme ça, par exemple. Je n'ai pas de personne juridique sous ces noms-là. Or, pour que ce soit
légalement fait, il faudrait que depuis la source, tous mes documents Reflète la personne que tu puissent es. refléter ma personne. Voilà. Le principal besoin que j'aurais eu, c'était de ça, en fait. Des fois, comment je peux prendre soin de ma santé mentale, ma femme et moi, pendant ce moment, parce que la pression est énorme et ce n'est pas facile. Et la solution, ce n'est pas de déménager forcément, parce que ce n'est pas ça le problème. La population reste la même, en réalité. Ouais. Les mentalités Les restent les mentalités, mêmes. Je vais oui. quitter d'un endroit à un autre, déplacer le problème sur la durée, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Comment est-ce que vous vous rencontrez et quelle est sa réaction quand elle apprend que tu es un trans homme? Oh, tu as le temps, hein, parce que poser ce genre de questions, si c'est qu'on est là pour longtemps et je suis très Non, content. non, non, on Très n'est plus là content pour longtemps, mais je veux Ok, comprendre. en Il faut fait, que le petit qui t'écoute à la maison, qu'en partageant ton expérience, se dise que voilà, pour moi aussi, c'est possible. on s'est rencontrés en 2011, en fait. Je vivais dans une relation avec une fille dont je croyais que c'était une relation lesbienne, quoi. On s'est rencontrés à l'anniversaire de la personne et quand je l'ai vue, honnêtement, je suis tombé amoureux d'elle. Quelque temps après, on a commencé à sortir ensemble. On a fait un an ensemble. Après, on s'est séparés. Et quand on s'est revus, je savais déjà que j'étais un trans homme. Mais je n'avais pas encore commencé ma transition. Et j'ai commencé la transition. Quelques mois après qu'on se soit, on est recommencé à se côtoyer un peu. Malheureusement, quand on se revoit, je suis encore dans une autre relation parce que, soit dit en passant, avant j'avais la phobie de la solitude. Donc j'avais l'impression que si je reste seul, je vais mourir seul en fait. Et donc je me retrouve dans une relation parce qu'il fallait absolument que je sois en relation. Et après que j'ai compris qu'en réalité c'était un problème, quoi, c'était pas normal. Donc même si c'était une relation toxique, je me sentais forcé d'être là parce que je ne voulais pas mourir seul. Pour moi, c'était la pire mort. Comme je n'avais plus de famille, il fallait absolument que j'ai quelqu'un avec moi. Mais je voulais vraiment être avec elle. C'était l'amour de ma vie. Donc, j'ai tout fait pour pouvoir la reconquérir. Et puis, un jour, elle a dit oui. Malgré le fait que j'étais en couple. La première fois, c'est ça qui nous a séparés. J'avais promis que je devais me séparer, mais je ne l'avais pas fait. Et puis, la deuxième fois, je me suis dit non, là, je dois savoir ce que je veux. Et je me suis séparé pour être complètement avec elle. Et c'était pas facile quand elle a compris que j'étais une personne trans. Dans son esprit, c'était quand même un peu clair que si elle était avec moi, c'était par rapport à ma féminité, à mon côté féminin. Et elle aimait bien ça, le fait que oui, tu révèles le masque de mec, mais qu'au fond, cette fille-là que je retrouve, c'était un peu ça. Bon, au début, c'était difficile pour elle, surtout quand je lui expliquais jusqu'où moi je voulais aller, des opérations que je pensais faire. Je ne pouvais pas vivre sans ça, sans penser qu'il fallait que je le fasse et sans mettre tous les moyens en œuvre pour le faire. Au début, c'était difficile. Elle me disait, je vais vivre ça comment? Parce que si je voulais un homme, je ne serais pas avec toi et tout. Avec le temps et les sentiments, à un moment donné, pour elle, physiquement, comment tu es a commencé à être moins important. Ce qui était le plus important, c'était la personne qui est là et l'amour qu'il y a pour la personne. Et puis, avec le temps, ce que j'ai observé, c'est que elle avait moins de difficultés avec son environnement quand moi je suis avec elle. C'était plus facile, quoi. Sa famille s'entend extrêmement bien avec moi. Toute sa famille sait que je suis son petit ami. On m'appelle là-bas tonton Théo. Bon, on m'appelle un peu partout comme ça. Tu sais, c'est très galvanisant de vivre une relation que finalement on accepte. Et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Parce que qu'elle avait des relations avec peut-être des coutiers et tout, ça ne pouvait pas être, la famille ne pouvait pas être au courant. Mais avec le temps, il y avait le côté positif, le fait d'être avec une personne trans. Et ça s'est ajouté au sentiment qui était là. Et à un moment donné, la question ne s'est plus posée. Et elle m'aide beaucoup dans ce processus. Souvent, c'est elle qui me rappelle même mes prises d'hormones, mes injections. Parfois, elle m'accompagne à la pharmacie. Dans les recherches qu'on fait pour l'opération, d'abord le top surgery et puis après la métaïdoplastie, nous sommes ensemble dans ces processus-là. C'est le miracle de ma vie, en fait. C'est la réponse, quoi. Comment ne pas croire en Dieu quand on rencontre ce type de personnes? Tu vois un peu. Je suis très contente pour toi que tu aies trouvé quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Et j'ai l'impression qu'en fait, au final, ta transition, elle a beaucoup plus de bénéfices pour toi que si tu t'étais défini comme butch. Je sais pas. D'accord. Bah, est-ce que vous souhaitez fonder une famille? Je n'ai pas voulu rentrer dans le processus dans lequel tu es parce que je ne sais pas à quel point tu te sens confortable.
Mais est-ce que vous souhaitez... J'ai même oublié, je ne sais pas, c'était pas volontaire par rapport au processus. Moi, je ne suis pas tellement dérangée, mais je t'avertis déjà, beaucoup de personnes trans n'aiment pas quand on leur parle de ça parce que au final, ce n'est pas le fait de faire un processus de transition qui définit la personne trans. Et donc, souvent, il y a beaucoup de trans qui sont vraiment inconfortables, qu'on demande que, ou bien qu'on dise même que ta transition est parfaite. Parce qu'en réalité, la personne se voyait déjà comme ça. Mais c'est juste que matériellement, ce n'était pas possible que d'autres voient. Et oui, la personne fait tout pour que ce soit comme ça là. Mais c'est bizarre de dire à quel niveau du processus. Mais moi, personnellement, parce que c'est à vocation pédagogique aussi, on va dire comme ça, donc de partage, ça ne me dérange pas. D'accord. Depuis 2018, je suis à 4 ans que j'ai commencé ma transition. Et là, je prends juste de la testostérone injectable. Pour le moment, parce que j'avais besoin d'une autre hormone qui est un gel, mais je fouille partout, je ne le trouve pas. Je prie fort chaque jour pour pouvoir faire ma chirurgie de la poitrine. Pour le moment, je n'ai pas de solution. Mais j'ai une amie au Kenya qui m'a promis que d'ici septembre, elle va me trouver une solution. Mais ça demande aussi beaucoup de fonds. Et on va faire une sorte de levée de fonds le moment venu. Et j'espère que je vais pouvoir passer par tes réseaux pour partager cet appel à financement. C'est à tout moment, n'hésite pas, à tout moment, de quelque manière que je peux aider, je le ferai. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour les membres de la communauté. Je demandais si vous souhaitez fonder une famille. Je crois que c'était là où on était. Oui, avant même de nous marier, on avait fait des examens. On a contacté une clinique au niveau du Cameroun. Au début, c'était une FIV qu'on voulait faire. La première clinique où nous sommes allés, elle était très d'accord jusqu'au moment où je me déshabille et qu'elle se rende compte que je ne produis pas de sperme. Oh. Pourtant, au départ, on croyait qu'elle savait. C'était même de la communauté qui nous avait mis en contact. Elle a changé du tout au tout. Après, à la fin, elle m'a dit non, elle ne fait pas ça. Et après, il a dit la FIV, la chance que ça réussisse, c'était peut-être de 15%. Et le montant était environ le double de ce que nous demandait une insémination. Ma femme, elle m'a beaucoup parlé, elle a beaucoup insisté, elle m'a convaincu, elle a tout fait. Et oui, j'ai accepté de porter. L'idée, c'était quoi? On devait nous faire inséminer, elle et moi, au même moment. Au moment d'accoucher, on devait aller loin. Et en revenant, on devait faire genre, elle a eu des jumeaux, quoi. De sorte qu'elle était la maman des enfants et moi, le papa. Malheureusement, moi, en réalité, depuis un certain temps, quand j'allais faire des examens, on me disait que j'ai une malformation au niveau de l'utérus. Et donc, même quand on fait les examens, le médecin regarde, il ne comprend pas. Et je vais te faire une confidence. Pour la première fois qu'un élément entre dans mon corps par là, c'était lors de cette insémination. Wow. C'était hyper douloureux. Mais lui aussi, il savait qu'il y a un petit clocher, il savait que ça ne pouvait pas donner, mais il m'a rien dit. Donc, naturellement, ça n'a pas donné. Ma femme aussi, ça n'a pas donné. Ça a été un énorme coup émotionnel et tout financier, que tout ce que tu peux imaginer. Mais bon, on se dit c'était une expérience. Pendant environ 3 mois, elle m'appelait Tagne, dans le père des jumeaux, et moi je l'appelais Manu, c'était bien. On n'avait pas les noms des enfants, c'était bon. À vivre ça, c'était super. Mais bon, on s'est dit, on va se donner du temps et puis on va recommencer. Ça, absolument. Moi, je dis, je veux 5. Je voulais même 8 au départ, mais après, elle m'a dit non, elle perd sur 3. Bon, je te dis un gros oui. On est déjà une famille, mais on voudrait l'agrandir. D'accord. Alors, tu as parlé d'une procédure, c'était quoi, FIV? Fécondation in vitro, c'est ce qu'on voulait faire au départ, mais au niveau du Cameroun, ils m'ont dit que les chances étaient très réduites. Donc finalement, on a fait plutôt 2 inséminations. Ok. Aujourd'hui, quel est ton souhait pour la communauté LGBT dans son grand ensemble et quel est ton souhait pour la communauté trans, que ce soit du Cameroun ou d'Afrique? Mon souhait en général pour la grande communauté LGBTQI, pour le Cameroun et l'Afrique francophone, c'est de pouvoir se former davantage, former les jeunes leaders davantage, donc renforcer les capacités des uns et des autres, de sorte que la communauté soit de plus en plus forte elle-même et donne des opportunités aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de prendre en compte leurs besoins de manière spécifique. Pour la communauté trans, c'est vraiment de pouvoir se battre davantage, donner les outils pour mener le combat dans nos communautés, dans nos sociétés. Parce que malheureusement, on a tendance, je ne juge pas, à fuir, quoi. Ce n'est pas facile. Mais qu'on puisse avoir des outils, des armes pour se battre, pour pouvoir maintenir le combat chez nous et nous rendre notre environnement vivable. Voilà tout ce que je souhaite aux communautés dans nos contextes. D'accord.
Bah, c'était clair et précis. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus légère et je suis vraiment curieuse de savoir quelles seront tes réponses. Je n'ai volontairement pas envoyé les questions parce que c'est vraiment la première chose qui te vient à l'esprit. Spontanéité. Oui, la spontanéité, c'est vraiment ça qui est de rigueur ici. Je te donne une phrase ou un mot et la première chose qui te vient à l'esprit, c'est ce que tu me dis et c'est ce que je valide comme réponse. On est d'accord? On est d'accord. Un personnage historique. J'ai pensé à Job. Job de la Bible. D'abord, tu comprends biblique, oui. Du coup, c'est Job qui m'était venu à l'esprit. D'accord. Un héros ou une héroïne queer. Lola, docteur Kojoui. Il faudra que tu nous dises un peu qui c'est. C'est une énorme activiste. Elle vit en France. Elle est docteur. Elle est en ce moment consultante au niveau de Queen, qui est Core African Youth Network. D'accord. Un auteur ou une auteure. Charles Guebogo. Et on va préciser qu'il est l'auteur de la question homosexuelle en Afrique, qui, si je ne me trompe pas, est paru en 2006 ou 2007. Exactement, par là. Un plat ou un mets. Ndolé. On ne mange pas le ndolé simple. Il faut bien un complément qui va à le ndolé. ndolé avec le bâton de manioc. Hey! Pas le million d'or et le bâton de manioc. Un animal. Le lapin. Pourquoi? Je sais pas, j'aime beaucoup les lapins. D'accord. Une phobie. Des auteurs. Un hobby. Le cinéma, ouf, les films d'horreur. Oh là là. J'ai horreur des films d'horreur. Une série queer. L-Word Génération quoi? Un film queer. Bobby seul contre tous. Bah merci, c'était tout. C'est tout ce que j'avais dans la besace. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non. Tu as même fait tellement le tour que je me suis demandé où est-ce que tu avais prévu toutes ces questions-là ou bien c'est au fur et à mesure que je posais. Ouais, tu as fait du beau boulot. Il n'y a vraiment pas, à mon avis, quelque chose sur lequel tu n'es pas passé, rassure-toi. Bah merci. Non, c'est au fur et à mesure. Je préfère vraiment les conversations qu'elles soient spontanées. J'ai un semblant de conducteur. Le reste, c'est en fonction de ce que l'invité se sent confortable dans l'idée de partager. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu songes un jour à partir du Cameroun? Est-ce que tu te dis pour que je sois complètement libre? Quand tu allais finir de parler, j'allais te dire par contre, quelque chose que ça m'a étonné que tu ne me demandes pas, c'est est-ce que je ne pense pas partir un jour du Cameroun? Et voilà, tu as fini là-bas. En toute honnêteté, j'ai jamais songé à partir du Cameroun. Pour la simple raison que je me sens chez moi au Cameroun. Maintenant, j'ai déjà eu à être dans plusieurs contextes. Si un jour il faut que je quitte le Cameroun, je vais aller en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai retrouvé cette chaleur-là. Avec quelque chose en plus, c'est qu'il y a cet accueil, cet amour. Je ne me sens pas stigmatisé. Et surtout, il n'y a personne qui va me reconnaître et me dire, mais c'est pas toi telle personne, avec un truc au féminin derrière. Et ce qui fait que de plus en plus, en tant que personne trans, je pense, est-ce que je ne serais pas meilleur dans un autre environnement? Mais après, je me dis, et ma communauté, et mes enfants, ils vont faire comment? Et mon combat, qu'est-ce qui va devenir? Et ce n'est que ça qui me retient. Si quelqu'un veut rentrer en contact avec toi ou avec l'organisation que tu supportes en ce moment, comment le faire? Oui, il y a mon adresse mail, il y a mon numéro de téléphone. Bon, il y a aussi le site internet de l'organisation et l'adresse mail de l'organisation. En fait, il y a tous les contacts là. Je te les envoie là tout de suite. Bah écoute, merci énormément de t'être prêté à l'exercice et de m'avoir presque suivi parce que je tenais à respecter ton programme, je tenais à respecter les récents événements survenus dans ta vie, mais je suis infiniment reconnaissante que tu aies tenu à ce qu'on fasse cet entretien. Donc, énorme merci à toi. Et je vais te laisser le soin de conclure. Les derniers mots sont à toi, donc take it away. Oh, merci beaucoup. C'est comme je t'ai dit dès l'entame, j'ai été très très ému que tu me sollicites pour cet épisode-ci. Je suis content que tu puisses donner la voix et je serai content que le ou la prochaine personne qui va intervenir soit une personne jeune qui ait la niaque, qui ait la volonté, toute cette ferve que nous avions à nos débuts et qui puisse partager ça aux autres. Pour clôturer, soyons forts, soyons unis en toutes circonstances, mais surtout que le combat continue. Merci beaucoup.
C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.